Merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui pour ta première visite à l'étranger et je tenais à te féliciter en personne pour ton élection ce mercredi. Il était en effet important, pas simplement que nous puissions nous voir, nous avions eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger, mais je pense que cette visite est un moment très important pour bâtir les bases solides d'une coopération entre nos deux pays, à la fois pour la relation bilatérale elle-même, laquelle a été encore renforcée par le traité d'Aix-la-Chapelle, mais également pour évoquer les sujets européens, les grands sujets internationaux sur lesquels nous souhaitons étroitement nous coordonner. Et nous avons pu, à l'instant, balayer la plupart de ces derniers. Nous avons eu un échange d'ores et déjà très riche sur, évidemment, la situation en Ukraine, en Biélorussie, et réaffirmer l'importance des travaux franco-allemands dans le format de Normandie, ainsi que le rôle de l'Union européenne pour soutenir nos voisins orientaux à quelques jours du sommet du partenariat oriental. Nous avons aussi évoqué notre attachement commun à la protection des frontières extérieures communes de notre Union européenne. Nous avons pu évoquer les relations entre l'Afrique et l'Europe en préparation du sommet à venir, Union africaine, Union européenne, et avons abordé la question des relations avec la Chine et l'importance de conserver cet équilibre entre défense et promotion de nos valeurs, d'une part, et travail commun avec Pékin sur les grands enjeux globaux. Au cours de ces 4 dernières années, j'ai travaillé avec Angela Merkel sur tous ces sujets, souvent en appelant ensemble nos homologues, et avec, je crois pouvoir le dire, une efficacité à plusieurs égards, et je sais que nous allons continuer ensemble, cher Olaf, cette étroite coordination. En tout cas, nous avons acté aujourd'hui de plusieurs initiatives communes, d'une volonté partagée de travailler sur ces sujets ensemble et d'avancer justement sur un cadre commun. Ce sera un travail fondé sur les valeurs, sur la conception propre et unique que nous, Européens, pouvons apporter à nos partenaires internationaux. Et je le dis aussi avec plus de ferveur encore en cette journée internationale des droits de l'homme, puisqu'il s'agit d'un combat que nos deux pays portent ensemble, main dans la main, sur beaucoup de ces théâtres d'opération. Nous avons également discuté de notre coopération en Europe, dans un moment où nous avons articulé le G7 et la présidence de l'Union européenne, et donc un agenda commun. Et donc sur les questions sociales, sur la question de la transition climatique et numérique, sur la réponse commune aux défis migratoires, sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. En tout cas, j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne, avant que tu ne rejoignes Bruxelles. Et j'ai pu voir des convictions solides sur beaucoup de ces sujets, une convergence de vues, une volonté de faire travailler ensemble nos deux pays et une conviction européenne que je connaissais déjà, ferme, déterminée et dont nous aurons besoin dans les mois et années à venir. Donc merci beaucoup pour cette visite aujourd'hui, ce premier échange et surtout le travail commun à venir. Entscheidung zu sagen, dass wir schnell die Kontakte aufnehmen nach der Bildung der Regierung. Bien sûr, après avoir constitué le gouvernement, nous avons décidé d'établir un contact très rapidement avec nos partenaires français. J'avais annoncé que j'allais rencontrer le président de la République à Paris. Nous avons eu un entretien très amical sur les questions qui nous intéressent et qui nous importent, comment renforcer l'Europe, comment renforcer la souveraineté européenne dans toutes ses dimensions. Nous avons parlé de questions économiques, de politique étrangère, de sécurité. Et il est important que nous travaillions ensemble, que nous coopérions et que nous allions dans la même direction. Donc non seulement c'est une visite amicale, mais une visite qui a permis de balayer toute une série de thèmes qui vont nous occuper dans les mois à venir. Nous pensons que nous avons déjà
préparer ce qui va nous occuper au cours des mois à venir, le G7 de notre côté et la présidence du Conseil de l'Union européenne pour la France, et nous allons veiller à faire de gros progrès dans tous ces domaines. Je suis convaincu que nous y parviendrons. Ma visite est une première visite, mais elle sera suivie de bien d'autres rencontres de travail. Les relations franco-allemandes continueront à évoluer, évidemment positivement, à partir des discussions que nous avons eues aujourd'hui. Deux questions de chaque côté. Bundeskanzler und an den Präsidenten. Es bezieht sich auf die Kriegsgefahr im Osten Europas. Une question au chancelier, le danger à l'est de l'Europe. Le président Biden a lancé une initiative. Est-ce que vous êtes prêt à vous y rallier et avoir des discussions avec le président Poutine dans un souci de désescalade aux frontières de l'Ukraine? Et quel format pourraient avoir ces entretiens, ces consultations? Qu'est-ce que vous pourriez proposer au président Poutine? Quant à la Chine, Monsieur le Président, vous avez déjà dit qu'il est probable que la France n'allait pas se rallier au boycott diplomatique des JO à Pékin. Pensez-vous que l'Union européenne adoptera une position commune? Et Monsieur le Chancelier, est-ce que vous avez déjà pris une décision ou est-ce que vous pensez vous rallier à la présidence du président de la République et donc ne pas boycotter sur le plan diplomatique les JO? La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Le président américain a décidé de s'entretenir avec le président Poutine, ce que nous jugeons tout à fait positif. Et nous allons, de notre côté, apporter une contribution pour que l'Ukraine conserve des perspectives. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie. Bien évidemment, nous savons que l'inaliénabilité des frontières en Europe fait partie des principes que nous devons défendre en Europe. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà précisé, ça a été très utile et il faut que nous le répétions afin que tous sachent que ce sont des règles universelles. Il ne s'agit pas de puissance, il s'agit de principes qui doivent s'appliquer à tous. Ce qui signifie également que nous travaillerons ensemble dans sa direction et nos amis peuvent compter sur nous. Concernant maintenant les Jeux olympiques, nous sommes en contact avec un grand nombre de partenaires. Nous souhaiterions agir de façon concertée. Je souscris pleinement à ce que vient de dire Monsieur le Chancelier. Il est tout à fait utile que le président Biden ait pu avoir cette discussion avec le président Poutine, laquelle a donné lieu à des échanges avec les partenaires européens en format dit Quint avant et après cet échange. Notre volonté commune est de poursuivre ce dialogue avec à la fois le président Zelensky et le président Poutine. J'ai eu l'occasion ce matin de m'entretenir avec le président Zelensky sur cette base. Nous le verrons ensemble la semaine prochaine en marge justement du sommet pour le partenariat oriental à Bruxelles, mercredi prochain. Et nous aurons l'occasion à ce moment-là de décider d'initiatives nouvelle, mais le format dit de Normandie conserve toute sa pertinence en ce qu'il permet justement cette procédure de travail entre l'Ukraine et la Russie et je dirais cette médiation de l'Allemagne et de la France. Et donc nous continuerons aussi à travers ce format. Je pense que toutes ces initiatives sont complémentaires, elles traduisent une volonté de désescalade, de stabilité dans la région, en même temps qu'une détermination, pour ce qui nous concerne, sur la protection de nos frontières communes et de l'ensemble, évidemment, de nos partenaires européens. Je vous inviterai peut-être à revenir plus longuement sur la réponse que j'ai faite hier sur les Jeux Olympiques, où j'ai indiqué très clairement que nous souhaitions nous coordonner avec nos partenaires européens
et donc que c'est bien dans cet esprit que la diplomatie française travaillerait. J'ai simplement invité chacune et chacun à bien remettre en perspective les choses. Personne à ce stade n'a proposé de boycott des Jeux Olympiques. On ne parle qu'un d'un boycott diplomatique. J'ai simplement souligné le fait que la dolorosité de ce boycott était à relativiser. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Anja Nussbaum de Bloomberg News. Alors j'ai une question pour tous les deux et une question pour chaque. Si, comme le suggère le renseignement américain, début de 2022, la Russie venait à envahir l'Ukraine, qu'est-ce que ferait l'Allemagne et qu'est-ce que ferait la France? Deuxième question à l'intention de Monsieur Scholz. Est-ce que vous seriez prêt à revenir sur les critères de Maastricht, tout simplement? Et Monsieur le Président, est-ce que vous vous sentez inspiré par les propositions de l'Allemagne sur ce qui est des migrations, le fait d'encourager l'immigration économique, d'encourager l'immigration choisie? Alors, sur votre première question, je pense que notre objectif premier est d'éviter toute tension inutile et ce que j'appellerais les informations autoréalisatrices. Et donc, je pense que notre volonté à tous, membres du Quint en particulier, donc européens comme américains, est de montrer que nous sommes très attentifs à la situation, mais qu'il n'y ait aucune escalade de quelque ordre que ce soit. Et de rappeler l'importance de la stabilité et de la souveraineté de l'Ukraine. Donc je ne vais pas rentrer dans un jeu de politique fiction qui alimenterait une montée en tension elle-même. Pour ce qui est des sujets migratoires, nous en avons longuement parlé. La migration économique est une réalité de nos deux pays. Dans beaucoup de secteurs, d'ailleurs, elle est réelle. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que les flux migratoires ont beaucoup augmenté ces dernières années en raison de déstabilisation géopolitique, voire de guerre, des conséquences de dérèglement climatique ou des inégalités. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est maintenir évidemment cette migration qui est nécessaire au fonctionnement de nos économies, qui a toujours existé dans nos sociétés, continuer à être, je dirais, respectueux et fidèle à nos valeurs quand il s'agit de l'asile, car l'asile constitutionnel est une valeur fondatrice de l'Europe, c'est-à-dire protéger celles et ceux qui combattent pour la liberté dans leur pays et qui, ce faisant, risquent pour leur vie, et réussir à augmenter notre efficacité pour lutter contre la migration illégale et en particulier l'ensemble des réseaux de trafiquants qui organisent ces flux. Le faire par une politique partenariale avec les pays d'origine et les pays tiers, ce sera à l'agenda de notre discussion avec les États africains. Le faire en protégeant mieux nos frontières extérieures communes. Nous en avons parlé parce que nous avons été victimes de ces attaques hybrides sur la frontière orientale et on doit continuer ce travail. Et c'est d'ailleurs au cœur de la refonte de notre espace Schengen. Le faire aussi en accroissant l'efficacité de nos politiques de reconduite vers les pays d'origine pour celles et ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile et qui sont sur notre sol sans titre légaux. Voilà la ligne que nous suivons. Et je crois pouvoir dire, parce que nous en avons parlé à l'instant, que nous avons une approche très similaire de ce sujet. Merci pour cette question. Une chose est claire. Nous ne pouvons que faire des efforts, nous ne pouvons que coopérer en Europe. Mais évidemment, cela suppose que les frontières restent inaliénables et nous travaillons sans relâche pour désamorcer les conflits. Nous œuvrons à une désescalade et pour ouvrir des perspectives d'avenir. Nous sommes tout à fait heureux, dans le cadre du partenariat oriental, de pouvoir bientôt approfondir cette question. Et nous avons des positions très claires sur le sujet. Bonjour, Sabine Rau, télévision allemande, première chaîne. Ah, excusez-moi.
Monsieur le Président, suite à votre discours d'hier sur l'Europe, pourriez-vous préciser un peu comment vous voyez la future du contrat de Maastricht et les critères de stabilité? Est-ce qu'ils sont obsolets? Und Herr Bundeskanzler, neben den beschworenen Gemeinsamkeiten in der deutsch-französischen Zusammenarbeit Vous avez dit que vous aviez des points communs en matière de coopération franco-allemande. Il y a tout de même deux points qui peuvent fâcher. Tout d'abord, l'avenir du pacte de stabilité. Vous avez dit dans le contrat de coalition qu'après la crise du coronavirus, il fallait revenir à cette question. Donc, qu'allez-vous faire? Et ensuite, pour la politique nucléaire. La France veut que l'énergie nucléaire soit reconnue comme énergie verte, ce qui semble un peu difficilement vendable en Allemagne. Wir haben, und ich glaube, da sind wir beide ganz verantwortlich beteiligt gewesen, gerade gezeigt. Je pense que nous assumons nos responsabilités. Nous voulons coopérer en Europe, notamment dans le cadre du pacte de stabilité. Nous avons eu à lutter contre une crise énorme et l'adoption du fonds de relance offre pas mal d'instruments. Je suis sûr que nous arriverons à résoudre ensemble les problèmes qui se posent. Quant à la croissance, nous pensons que le fonds de relance pourra lui donner un coup de pouce et que cela nous permettra d'assainir nos finances. Mais je pense que tout cela n'est pas contradictoire. Nous arriverons certainement à concilier nos objectifs. C'est ce qui ressort de nos entretiens. Donc nous arriverons à élaborer des concepts communs. Nous nous sommes engagés à ce que la flexibilité offerte par le pacte de stabilité et de croissance soit utilisée pour définir une politique européenne et nous pensons que cela reste possible. Et vous avez encore posé une question, je crois, sur les entreprises, c'était ça? Alors, je sais qu'il y a une discussion sur la taxonomie. Alors bon, je crois qu'on pourrait passer une demi-heure à expliquer ce dont il s'agit. En fait, l'idée, c'est d'évaluer des entreprises et ensuite d'en tirer des conclusions pour définir la stratégie des investisseurs financiers. C'est ça, en fait. Écoutez, je pense qu'il faut catégoriser. Ce qui est très clair, c'est que chaque pays a ses propres perspectives pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui nous unit, c'est que nous sommes très ambitieux et prêts à faire face à nos responsabilités. L'Allemagne a déjà pris des décisions. Nous souhaitons sortir de l'énergie nucléaire. Nous misons sur le développement du photovoltaïque, sur la stabilité du réseau électrique, sur le développement de l'éolien à terre et en mer. Et nous voulons avoir des systèmes stables, donc gaz, hydrogène et autres. Et c'est sur cela que nous nous concentrons aujourd'hui. Nous pensons que nous pourrons ainsi apporter une contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le pacte de stabilité et de croissance et nos perspectives en matière financière, nous devons avoir 3 objectifs, pour reprendre ce que je disais hier. Le premier, comme Monsieur le Chancelier vient de le dire, c'est de maintenir la croissance et surtout de viser au plein emploi en Europe. Je pense que c'est un objectif économique et social essentiel. Le deuxième, c'est de bâtir les filières d'innovation et les filières industrielles qui permettront à l'Europe d'avoir justement une économie plus verte, plus digitale, créant de l'emploi et construisant, améliorant notre souveraineté. Ce qui suppose des investissements massifs. Le troisième, c'est évidemment de poursuivre le travail de convergence entre les États membres, qui est au cœur, en particulier pour l'ensemble des États qui partagent la même monnaie, et donc de maintenir un sérieux budgétaire qui permette cela. C'est fort de ces objectifs que nous devons justement trouver les mécanismes, soit les flexibilités, soit les nouvelles règles, qui nous permettront de tenir ensemble ces 3 objectifs. Et donc c'est les débats que nous aurons dans les prochains mois. Nous avons su montrer pendant la crise, d'abord qu'il y avait suffisamment de souplesse et de flexibilité pour suspendre les règles, et nous avons inventé un mécanisme nouveau, celui d'un endettement commun pour lever des investissements inédits, nos fameux 750 milliards du plan de relance.
pense que nous avons besoin de la même capacité à innover, à inventer des solutions adaptées pour accompagner la période qui vient. Et donc, il ne s'agit pas de préempter les instruments ou de revenir à des débats qu'on a beaucoup connus ces dernières années. Nous sommes dans un environnement nouveau, celui qui est, nous l'espérons tous, la sortie progressive d'une pandémie historique, mais des conditions économiques et sociales inédites, mais aussi l'accélération de certains investissements massifs, des investissements de souveraineté que les tensions géopolitiques imposent. Et donc, pour moi, il nous faut trouver de manière pragmatique les bons accords pour que les 3 objectifs que je viens d'évoquer soient ainsi pleinement remplis. Guillaume Darret, France Télévisions. Au sujet de la lutte contre la pandémie de Covid-19, les mesures sanitaires apparaissent plus strictes en Allemagne avec un pass sanitaire qui est demandé par exemple dans les entreprises. Est-ce que, question à tous les deux, il ne faudrait pas une uniformisation des règles et des mesures sanitaires au niveau européen, en particulier dans les régions frontalières, entre l'Allemagne et la France, par exemple? Et Monsieur le Président, une question pour vous. Votre ministre de la Culture a annoncé ce matin l'ouverture avec 15 ans d'avance des archives de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous ne craignez pas que cela réveille des douleurs et une guerre des mémoires? Merci. Sur votre deuxième question, ce que la ministre a annoncé est conforme à ce processus que nous avons enclenché et qui a d'ailleurs associé l'ensemble des ministères concernés, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, etc., et qui s'inscrit dans le droit fil du rapport Stora et de ce travail en profondeur que nous faisons. Et je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. Ensuite, sur les Covid-19, il y a des mécanismes très étroits de coordination entre les régions transfrontalières. Nous avons d'ailleurs constamment eu des dialogues depuis le début de la crise en franco-allemand. Il y a eu parfois des mouvements un peu différents qui étaient liés quand il y avait une accélération qu'on a à chaque fois ajustée, avec des systèmes qui sont aussi différents, je vous le rappelle, car l'Allemagne est un système fédéral où chaque land a des compétences importantes en la matière, ce qui, je dirais, rend les choses parfois délicates, et je le dis sous le contrôle de Monsieur le Chancelier qui aura à faire cette coordination. Mais donc nous nous sommes toujours tenus depuis le début de la crise sur une très forte convergence et coordination franco-allemande. Nous l'avons fait au niveau de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, et nous l'avons fait aussi de manière décentralisée, puisque par exemple nos préfets ont constamment tenu des visioconférences en associant les ministres-présidents des Länder voisins et les présidents de région, pour donner un seul exemple. Et donc nous avons toujours veillé à ce que la situation des transfrontaliers, des travailleurs transfrontaliers, soit prise en compte. Nous avons, comme vous le savez, ces derniers mois, adopté le pass sanitaire en France, qui a été un choix fait avec quelques autres États membres, qui a permis d'accélérer la vaccination. Nous avons réussi à coordonner une bonne coopération transfrontalière, alors même que l'Allemagne n'avait pas fait ce choix. Il y a aujourd'hui un pass qui est adopté avec d'ailleurs des règles un peu différentes en Allemagne, y compris au travail. Nous allons évidemment veiller à ce que la coordination soit parfaite, que le cadre des travailleurs transfrontaliers soit pris en compte de part et d'autre, et aussi porter à la discussion et à la négociation de nos partenaires sociaux ce sujet, pour ce qui est de la France. Mais voilà, je crois que nous avons nos équilibres. Il y a des différences qui existent et c'est normal, mais nous veillons à chaque fois à ce qu'il y ait une bonne convergence entre nos deux pays, une bonne articulation. Et je crois pouvoir dire que grâce à l'engagement de nos responsables politiques locaux, grâce à l'engagement de nos fonctionnaires, nous avons toujours réussi à ce que la vie soit la plus supportable possible pour nos compatriotes qui vivent de part et d'autre de la frontière. Tu veux répondre sur le Covid et la coopération transfrontalière ? Ja, kann ich gerne noch ein paar Bemerkungen hinzufügen. Faire quelques remarques à ce sujet. La coopération entre nous a très très bien marché jusqu'à présent et il n'y a pas de problème d'ordre pratique. Même si les règles divergent quelque peu de part et d'autre de la frontière, elles sont faciles à suivre et finalement c'est ça le critère déterminant. Celui qui va travailler en France respecte les règles en France, celui qui va travailler en Allemagne respecte les règles en vigueur en Allemagne, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Nous allons donc
poursuivre ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous allons coopérer et évidemment, il faudrait une réponse européenne aux défis. C'est une crise évidemment mondiale qui ne s'arrête pas à nos frontières. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler ensemble pour vaincre ce virus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et merci encore, monsieur le chancelier. Cher Olaf.